Monsieur Nicolas Tchangaï, vous êtes donc le Premier ministre de la République centrafricaine. Les forces françaises interviennent désormais en dehors de la capitale Bangui, dans le nord et dans l'ouest de votre pays. Une nouvelle étape donc, est en cours au niveau de l'opération Sangaris. Quels sont les risques? Vous savez, c'est des interventions militaires. Bien sûr qu'il y a toujours des risques, mais ce sont des risques mesurés. Les troupes françaises sont des troupes professionnelles. Elles prendront toutes les mesures idoines pour minimiser au maximum les risques. Est-ce que l'ennemi sera difficile à identifier dans le reste du pays? Parce que jusqu'à présent, cette intervention, elle se déroulait dans la capitale Bangui. Mais à l'extérieur du pays, c'est peut-être d'autres configurations qui vont se présenter sur le terrain. Bon, il est évident que les gens peuvent, compte tenu de l'immensité du territoire, s'évanouir dans la nature. Alors à partir de ce moment-là, il est difficile de les suivre de façon individuelle. Mais de votre point de vue, vous pensez que cette opération Sangaris, elle va durer combien de temps sur le terrain? Mais le président Hollande avait pensé que ça doit durer 6 mois. Ils en ont les moyens, c'est ce qui a été dit. Et donc, s'ils le disent, c'est qu'ils ont les moyens et la volonté de faire en sorte que cette opération ne puisse durer que 6 mois. À l'occasion d'un mini-sommet qui s'est déroulé donc sur la Centrafrique, juste après la clôture du sommet sur la paix et la sécurité organisé par l'Elysée, l'Union africaine a décidé de porter les effectifs de la force, la MISCA, à 6 000 hommes, sans préciser de date concernant ce déploiement. Est-ce que vous avez des indications sur ce calendrier au niveau du déploiement? Je pense que ça se fera très vite, puisque le 19 décembre, il y aura donc la mutation entre Mycopax 2 et MISCA. Après, je crois que les choses vont se dérouler de façon rapide. Les choses vont se passer très rapidement. Donc, vous nous dites que d'ici le début du mois de janvier, il y aura 6 000 hommes déployés au niveau de la MISCA en République centrafricaine? Je ne dis pas que c'est début janvier, ce sont les États qui vont envoyer leurs troupes, donc ce serait à leur rythme. Alors, quels sont les contributeurs qui vont participer au renforcement de la MISCA, outre le Gabon, le Cameroun, le Tchad et le Congo? Il y a le Burundi aussi qui va envoyer des troupes. Hier, des États comme l'Ouganda, le Soudan du Sud et je crois le Rwanda qui seront disponibles pour contribuer en termes de troupes. S'agissant du financement de la MISCA, la nouvelle version donc de la MICOPAX, celui-ci engage l'ONU, l'Union européenne et du côté des pays africains, est-ce que la CEAC va assurer seule les contributions financières? La CEAC a déjà apporté sa contribution à hauteur de 20 milliards, mais je crois que des francs CFA bien entendu, et l'Union européenne va aussi contribuer à hauteur de 50 millions d'euros. Est-ce que vous souhaitez lancer un appel, aux autres organisations sous-régionales du continent pour qu'elles aussi participent, pourquoi pas, au financement? Oui, bien entendu, c'est normal que les autres États africains puissent contribuer, soit financièrement, soit en troupes, pour soutenir la MISCA. Des centaines de morts, 400 000 déplacés sur une population totale de 4 millions d'habitants. Il y a urgence. Comment est-ce que cette aide, l'aide humanitaire va s'organiser sur le terrain? Je dis qu'il y a urgence humanitaire au vu des morts et également des déplacés internes, des cas de personnes qui sont privées de soins, d'alimentation, tout et tout. Il y a urgence humanitaire et je demande une mobilisation plus accrue de la communauté internationale pour venir en aide à la population centrafricaine en détresse. Et précisément, qu'est-ce que vous demandez? Des médicaments, de la nourriture, des tentes, etc. pour abriter les personnes déplacées et tout ce que les humanitaires peuvent apporter serait bienvenu. Est-ce que vous souhaitez que cette conférence de bailleurs de fonds ait lieu assez rapidement? Quand, selon vous? Oui, le plus rapidement possible. Je pense que ce serait sans doute en début d'année 2014. Au mois de janvier? Oui, janvier ou février, ou plus tard.
Alors, durant le mini-sommet qui s'est déroulé à l'Elysée, les autorités centrafricaines ont donc été interpellées par les chefs d'État qui étaient présents, par l'ONU, le président français François Hollande, qui leur a demandé donc justement de rétablir, de débuter immédiatement un processus de désarmement et de cantonnement des milices lors de ce mini-sommet. Mais on sait que les précédents efforts qui ont été déployés par les autorités de la transition n'ont pas vraiment réussi, puisque on voit qu'aujourd'hui la situation sur le terrain elle est catastrophique. Comment est-ce que vous comptez y parvenir? Bon, je pense qu'on ne peut pas parler de sécurisation dans le pays si on ne désarme pas. Donc le principe a été retenu de désarmer toutes les milices et ensuite de cantonner les gens et de récupérer leurs armes et de les mettre à l'abri. Mais vous, Monsieur Tchongaï, vous êtes Premier ministre de la Transition. François Hollande a demandé aux autorités centrafricaines de désarmer, de cantonner les milices. C'est un processus que vous aviez déjà entamé il y a quelques... Les autorités centrafricaines qui vont désarmer parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Monsieur François Hollande a été clair, ce sont les forces internationales qui vont désarmer. Alors on ne va pas demander aux gens de se désarmer elles-mêmes. Les Séléka ne vont pas se désarmer elles-mêmes, ni les anti-Balaka ne vont pas se désarmer eux-mêmes. Donc il faut d'autres forces pour les désarmer, c'est ce qui va se faire. Et par rapport aux efforts qui ont été déployés il y a quelques mois justement pour désarmer le pays et cantonner les milices, il y a eu un processus quand même qui a été oui, il y a eu enclenché. Un processus qui a été enclenché, mais c'était insuffisant. Au regard des armes qui sont utilisées aujourd'hui pour commettre des massacres, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'armes qui sont restées dans les quartiers et que les gens utilisent pour massacrer les populations civiles. Et les milices qui sont composées de rebelles tchadiens, soudanais, de mercenaires, même centrafricains, quel sera leur sort? En tout cas, en ce qui concerne les étrangers, leur sort, c'est qu'ils doivent être rapatriés. Les Soudanais, les Tchadiens ne sont pas appelés à rester. Ils doivent, une fois désarmés, être rapatriés dans leur pays. Et les mercenaires... Une partie avait déjà été rapatriée bien avant, mais ceux qui sont encore sur le territoire centrafricain, ils doivent de gré ou de force être rapatriés. Ils répondront à la justice de leur pays respectif. Ou de la justice nationale ou internationale. Et concernant les mercenaires centrafricains? Les centrafricains, qu'ils appartiennent à un groupe ou à d'autres groupes, eux aussi, ils doivent être désarmés. Et s'ils ont commis des crimes, ils répondront de leurs actes, soit devant la justice nationale ou la justice internationale. Après, il faudra réfléchir évidemment à une réforme de l'armée centrafricaine, puisque les FACA existent déjà. On a vu que les forces armées centrafricaines étaient impuissantes. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable justement à l'intégration de certaines milices au sein de ces armées? Il n'est pas question de l'envisager? Je ne peux pas préjuger de tout ça. J'ai mis en place un comité stratégique de réforme du secteur de sécurité. Et ce comité est en train de travailler. Donc on attend le rapport qui sera présenté. L'intervention française et onusienne ne réglera pas, vous le savez, les tensions interconfessionnelles qui sont en cours en République centrafricaine. La responsabilité sur cette question des autorités est clairement engagée. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour stopper ce conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut désarmer les milices. Ce sont les milices qui commettent les exactions. Ce n'est pas la population comme ça qui se lève pour aller commettre des exactions contre une autre partie de la population. Ce sont les milices qu'il faut désarmer et cantonner. C'est la solution, il n'y en a pas 36. Mais comment vous expliquez, vous, ces violences interconfessionnelles? C'est parce que les ex-Séléka, quand ils arrivaient, et que la plupart étaient de confession musulmane et les victimes étaient de confession chrétienne, et c'est ça qui a créé une exacerbation d'antipathie entre les deux communautés, et puis voilà, ça a éclaté. Mais il appartient aux uns et aux autres de tout mettre en œuvre pour que ça ne puisse pas dégénérer. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et s'agissant de la transition politique, le président français François Hollande n'est pas favorable au maintien de l'actuel président de la transition, Michel Djotodia. Est-ce que ce dernier va accepter de céder sa place ?
Non, il n'a jamais été envisagé de le faire partir afin qu'il cède sa place. Non, il a été question d'écourter la période de la transition, c'est-à-dire d'aller aux élections non pas en février 2015, mais de faire les élections au cours de l'année 2014. Donc Michel Djotodia va rester à son poste jusqu'à la fin de la transition, c'est ce que vous nous dites. Mais ce sont les élections, puisqu'on est en quête de légitimité. On ne peut pas créer une nouvelle transition dans une transition. Il s'agit d'écourter la période de la transition, c'est-à-dire de faire les élections avant son terme, c'est-à-dire avant février 2015. Donc les élections auront lieu avant février 2015 ? Si les conditions sont remplies, c'est-à-dire de sécurité et puis de préparation aussi en termes de processus électoral et de crédibilité donc des scrutins. Donc vous souhaitez que Michel Djotodia mène la transition à son terme jusqu'en février 2015. Cadre juridique. Il y a un cadre juridique qui a été tracé. Il y a une charte constitutionnelle de transition qui prévoit que la période de la transition est de 18 mois à compter de la date à laquelle le chef de l'État de la transition a été investi. Il a été investi le 18 août. Donc juridiquement, la période de la transition prend fin au plus tard en février 2015. Maintenant, si les conditions de préparation des élections arrivent à maturité et qu'on peut aller aux élections avant, je ne vois pas d'inconvénient que cela se fasse avant le 15 février avant février 2015. Mais beaucoup tiennent l'actuel président de la transition pour responsable de la situation chaotique qui prévaut en Centrafrique aujourd'hui. Vous ne craignez pas, vous, que s'il reste à son poste, que cette transition soit difficile à mener malgré la présence des forces internationales, des forces africaines, onusiennes, françaises dans votre pays? Ma mission n'est pas de juger de la responsabilité. D'ailleurs, je ne suis pas un juge. C'est pas moi de juger de la responsabilité de qui que ce soit. Voilà. Je crois que je travaille dans un cadre juridique bien précis. Maintenant, s'il y a des contingences politiques internationales, eh bien, ce n'est pas à moi d'en assumer la responsabilité. Et l'opposition accuse également François Bozizé d'attiser les violences actuelles en Centrafrique, les tensions, afin de profiter de ce chaos pour justement se relancer. Vous dites-vous que c'est vrai, qu'à distance, il manipule la population? Il ne s'en cache pas. Il veut peut-être pas manipuler la population, mais il veut exploiter et instrumentaliser tout ce qui se passe dans le pays à des fins politiques. Je crois que c'est regrettable et c'est même condamnable. Est-ce que vous estimez que éventuellement François Bozizé, lui, devra rendre des comptes devant la justice internationale? Tout le monde, tous ceux qui ont commis des crimes, et vous avez vu sur les différentes chaînes la gravité de ces crimes-là. Ces crimes sont extrêmement graves. Tous les auteurs de ces crimes doivent rendre compte. Y compris au sein des autorités de la transition Tous les auteurs de ces crimes doivent rendre compte. J'ai été clair là-dessus. Et il faudra également que Michel Djotodia rende des comptes sur cette situation. Je ne suis pas juge, des enquêtes vont être menées, les enquêtes vont déterminer qui est responsable, mais ce n'est pas moi qui dois dire aujourd'hui que tel est déjà responsable ou coupable. Et vous, Monsieur Tchangaï, vous avez fait l'unanimité au moment de votre nomination à la tête de la transition. En février 2015, vous dites qu'il y aura des élections présidentielles, transparentes et libres. Est-ce que vous nourrissez cette ambition de vous présenter à l'élection présidentielle? Mais c'est tout à fait le contraire. Je n'ai jamais dit que j'allais être candidat, puisque l'accord politique de Libreville et la charte constitutionnelle de transition prévoit que les acteurs principaux de cette transition ne seront pas candidats à l'élection présidentielle et aux élections législatives. En ce qui me concerne, je respecterai mon engagement. Je ne serai pas candidat. Monsieur Tchangaï, vous êtes le Premier ministre de la transition de la République centrafricaine. Merci. Merci.